Sans dette, il n'y a pas de monnaie. Sans monnaie, il n'y a pas d'économie, les nations ne peuvent pas s'échanger ce qu'elles produisent. Donc sans dette, il n'y a pas d'économie. Ce système oblige l'ensemble de la société, des États, des nations, à être perpétuellement endettés et donc à enrichir les banquiers et la finance simplement pour disposer de monnaie pour leurs échanges économiques. C'est par ce principe que le système bancaire a servi le monde économique à son profit, sans contrepartie productive. Chaque crédit sert à acheter une maison, une voiture, une télévision, et induit la consommation d'énergie et de matières premières pour leur fabrication. La nécessité de toujours plus de crédit provoque la destruction de l'environnement, le pillage des ressources de la planète, la surproduction, la concurrence et le consumérisme. Tant que chaque unité de monnaie, chaque euro, sera issu d'un crédit bancaire, les banques gouverneront le monde et l'humanité pillera la planète et détruira l'environnement pour enrichir l'oligarchie financière. Imaginons ce que serait la monnaie du futur. Imaginons un micro-pays avec 2 citoyens. Paul et Jacques se rencontrent. Leurs comptes sont à 0. Paul a fabriqué une chaise. Il la vend à Jacques 10 unités de compte. Jacques a alors moins 10 sur son compte et Paul a plus 10. Paul peut convertir 5 unités de compte en monnaie manuelle, en billets de banque. Ainsi, tant qu'ils sont dans leurs débits autorisés, personne ne peut empêcher Paul et Jacques de s'échanger ce qu'ils produisent. Leur débit autorisé est calculé en fonction de leurs actifs et de leur solvabilité, et représente le risque financier que doit assumer la société tout entière. La monnaie du futur est un jeu à somme nulle. Dans le futur, la monnaie sera représentative des échanges économiques réalisés, et non ce qui les permet. Aujourd'hui, la monnaie ne fonctionne pas du tout comme ça. Ajoutons dans ce micro-pays une banque. Pour acheter la chaise de Paul, Jacques va emprunter à la banque les 10 € nécessaires pour la payer. Jacques devra rembourser ces 10 € à la banque et verser en plus 1 € d'intérêt qui n'existe pas. Après la transaction, Paul possède bien les 10 € nécessaires à rembourser la banque et il faudra bien que Jacques les récupère d'une manière ou d'une autre pour rembourser son crédit. Il devra vendre son temps ou fabriquer des choses à vendre pour récupérer les euros pour rembourser son crédit. Mais les 1 € d'intérêt n'existeront qu'à partir du moment où un nouveau crédit aura été demandé à la banque. On comprend donc plusieurs réalités. Paul et Jacques sont dépendants de la volonté de la banque d'accorder ou non le crédit pour s'échanger ce qu'ils produisent. Ils sont obligés malgré eux d'enrichir la banque en achetant de la monnaie temporaire, qui sera détruite lors du remboursement des crédits. Le remboursement des intérêts oblige Paul et Jacques à perpétuellement emprunter à la banque pour pouvoir la rembourser. Ce système crée artificiellement un manque permanent de moyens de paiement qui débouche sur une concurrence accrue pour capter la monnaie en circulation. Paul et Jacques ont avant tout le problème de se procurer de la monnaie pour vivre. Il faut bien distinguer ce qui est au service de l'intérêt général et ce qui est au service d'intérêts particuliers. L'intérêt général, c'est l'intérêt du plus grand nombre, des nations dans leur ensemble. Les intérêts particuliers sont ceux des oligarques, des riches, des gens de pouvoir, des actionnaires, c'est-à-dire une minorité de personnes dans la société et à travers le monde. Prenons la monnaie. La monnaie sert des intérêts particuliers. Elle sert les intérêts de ceux qui la fabriquent, c'est-à-dire les banques commerciales privées et la finance, dont le but est l'enrichissement. La monnaie existe parce qu'il y a ce qu'on appelle des dettes. Ces dettes ne servent que des intérêts particuliers. La bourse et la spéculation,
Les marchés financiers représentent très majoritairement des intérêts particuliers. La rémunération de l'épargne et des comptes courants des déposants, de l'homme de la rue, est marginale en comparaison des bénéfices engrangés par l'industrie financière. Le système politique, qui est censé défendre l'intérêt général, est forcé de protéger les privilèges des banques, des corporations et de la finance. Depuis les Lumières et la Révolution française, les régimes politiques basés sur l'élection de représentants ont été voulus parce qu'ils sont antidémocratiques. Ils permettent de défendre les intérêts de la classe supérieure et des élites par l'établissement de collusions toujours plus fortes entre la classe politique et les oligarchies financières et capitalistiques dont ils sont dépendants. La guerre est souvent financée par les riches et les banquiers. Seules des révolutions, des rébellions ou des révoltes se veulent véritablement au service de ceux qui les mènent. Les guerres, elles, ne servent que rarement l'intérêt général. La science, l'environnement, la santé, l'éducation, le progrès technique sont au service de l'intérêt général. En réalité, avec la privatisation de l'ensemble de ces domaines, ils sont de plus en plus au service d'intérêts particuliers afin d'en tirer le maximum de profit. La généralisation de l'économie de marché s'accompagne d'une concentration des richesses telle qu'à l'échelle mondiale, les 85 personnes les plus riches ont autant que les 3,5 milliards les plus pauvres. Et ces disparités ne cessent aussi de s'accroître dans les pays développés. La majorité productive s'appauvrit quand une minorité financière et capitalistique s'enrichit. Les riches n'ont jamais été aussi riches. Comment en est-on arrivé à une telle situation ? Pourquoi n'y a-t-il pas de mobilisation ou de révolte contre le capitalisme et la finance déchaînée qui ne cessent de dicter leurs lois aux nations ? La dictature parfaite serait une dictature qui aurait les apparences de la démocratie, une prison sans murs dont les prisonniers ne songeraient pas à s'évader. Un système d'esclavage où, grâce à la consommation et au divertissement, les esclaves auraient l'amour de leur servitude. Aldous Huxley, dans Le meilleur des mondes. La croissance, essentielle à la domination de la finance, nécessite des travailleurs consommateurs dociles et manipulables. La télévision les divertit par les jeux, les séries, le voyeurisme de la télé-réalité et un flot d'informations brutes, sans aucune analyse, ne jouant que sur la force des images, l'émotionnel et les peurs primaires. On y fait l'apologie de l'oligarchie, des idoles, du consumérisme, de la légèreté, du sexe et de la bêtise. Consommer, c'est être libre et heureux. Réfléchir est futile et ennuyeux. Le vocabulaire est réduit, le sens des mots dévoyé, de sorte qu'il n'est plus possible de penser la réalité. L'éducation est réduite à une forme de conditionnement à la servitude et d'insertion professionnelle. Un individu inculte n'a qu'un horizon de pensée limité, et plus sa pensée est bornée à des préoccupations futiles, moins il peut se révolter. La destruction des États-nations, de la cellule familiale, la négation des identités culturelles, religieuses et sexuelles, sont les moyens de supprimer tous leurs repères aux individus. Ils n'ont alors ni l'environnement social et institutionnel, ni les ressources mentales pour s'opposer à la domination mondiale des multinationales et de l'oligarchie financière, politique et capitalistique.